Les Français dépensent moins. Le retournement s'est produit en mars et il n'a cessé de se renforcer depuis. Comme vous pouvez le voir sur ce premier graphique, les chiffres sont impressionnants, avec des replis successifs de 0,9% en mars, de 1,4% en avril et pour finir de 0,8% en mai. Des replis en chaîne qui représentent une chute de plus de 3% de la consommation depuis mars. À ce rythme-là, la consommation globale sera forcément en forte baisse au deuxième trimestre. Comment expliquer une telle chute? La fin de la prime à la casse sur les achats d'automobiles? Oui, certainement. La fin du passage de l'Île-de-France à la TNT sur les dépenses d'électronique? C'est aussi vrai. Il ne faut pas oublier non plus l'exceptionnelle clémence de la météo sur les dépenses d'énergie. Oui, tout cela explique en partie la force du recul. Mais cela n'explique pas le recul en lui-même. Voilà pourquoi nous sommes inquiets pour la suite. Quelles raisons pourraient en effet amener les ménages à dépenser plus d'ici la fin de l'année? Eh bien, en réalité, aucune, car le pouvoir d'achat est attaqué de tous les côtés. Du côté des ressources d'abord. Les salaires progressent peu, ou pas. La prochaine hausse du SMIC va certes se diffuser en partie aux autres catégories de revenus. Mais il faut savoir raison garder. Comme le montre ce graphique, une augmentation de 2% quand l'inflation est à 2%, voire supérieure, cela suffit à peine à maintenir le pouvoir d'achat. Une hausse du pouvoir d'achat qui est désormais proche de zéro. Là aussi, on ne voit pas à court terme ce qui pourrait fondamentalement inverser la tendance. D'abord, les revendications salariales vont venir buter sur un rapport de force déséquilibré. Je veux dire, un rapport de force totalement favorable aux employeurs. Surtout, l'inflation paraît durablement installée. Certes, depuis 2005, la France a connu plusieurs fois de brutales accélérations des prix. Comme vous le découvrez maintenant, la hausse avait flirté avec la barre des 2% de l'été 2005 à l'été 2006. Elle a même régulièrement franchi le seuil des 3% de mars à septembre 2008. Pourquoi alors être plus inquiet cette fois-ci? Tout simplement parce que la hausse des prix a changé de nature. Les envolées précédentes s'expliquaient par la flambée du baril ou par celle des matières premières agricoles liées à de mauvaises conditions météorologiques. Bref, il ne s'agissait que de chocs temporaires. Surtout, leur impact était compensé par la baisse récurrente des prix des produits importés des pays émergents. Mais les temps ont changé. Les salaires flambent en Chine et dans plusieurs autres pays émergents. De même, les coûts de transport vont augmenter de façon irrémédiable. C'est la fin de la mondialisation heureuse qui faisait baisser les étiquettes. Les pays ateliers émergents font désormais remonter les prix. Hausse durable des prix, faible hausse salariale, auquel s'ajoute la persistance d'un marché du travail délabré. La remontée du chômage en mai a balayé en un mois les améliorations de mars et d'avril. Et encore, ces améliorations n'étaient que très partielles. Elles ne concernaient que la catégorie A, c'est-à-dire uniquement les personnes répondant à la définition la plus stricte du chômage. En élargissant aux autres catégories, B et C, c'est-à-dire aux personnes ayant exercé une activité réduite, le nombre de demandeurs d'emploi atteint en fait plus de 4,3 millions de personnes. C'est un chiffre record depuis au moins 14 ans. 14 ans car la refonte des modes de calcul ne permet pas de remonter plus avant. Au-delà des impacts directs sur les revenus des principaux intéressés, la crainte du chômage est également anxiogène. Je veux dire que cela modifie l'arbitrage consommation-épargne d'une grande partie de la population. Les enquêtes d'opinion ne disent pas autre chose. Enquête après enquête, les ménages jugent le moment propice pour épargner. Le solde d'opinion, qui mesure l'opportunité d'épargner, reste très supérieur à sa moyenne de longue période. Il est donc inutile d'espérer que les Français iront puiser dans leur épargne les ressources nécessaires pour consommer plus. Bref, la consommation, principal moteur de la croissance en France, est en train de plier. La croissance au deuxième trimestre aura donc été mauvaise et aucune raison sérieuse ne pousse à l'optimisme pour les 6 prochains mois. C'est dire que l'objectif du gouvernement des 2% de croissance en 2011 sera difficile à atteindre. En revanche, notre scénario à 1,7% prend, lui, de l'épaisseur.